Il n'aura fallu qu'un battement d'aiguille sur l'horloge mondiale. 3 minuscules minutes qui ont suffi à Il n'aura fallu qu'un battement d'aiguille sur l'horloge mondiale. 3 minuscules minutes qui ont suffi à bouleverser l'équilibre des perceptions entre deux puissances, la France et les États-Unis. Dans une salle tapissée d'influence et d'ego, Donald Trump venait de décocher ses piques les plus cinglantes contre un jeune premier ministre fraîchement nommé, Sébastien Lecornu. Avec ce rictus si typiquement trumpien, mélange de suffisance et de triomphe, il savourait ce qu'il pensait être une victoire totale. Ses conseillers, déjà en mode célébration silencieuse, anticipaient un silence gêné ou une reddition verbale à la manière de tant de dirigeants européens auparavant. Mais voilà, l'histoire avait d'autres plans. Contre toute attente, Lecornu s'est levé. Pas précipitamment, non, lentement. Avec cette retenue toute française qui fait plus de bruit que n'importe quelle colère américaine. Son regard a transpercé celui de Trump, glacial et stable, et dans le calme absolu, il a lâché des mots plus tranchants que n'importe quelle attaque armée. Ce n'était ni un discours préfabriqué, ni une joute politique improvisée. C'était un manifeste. Une claque diplomatique assénée avec un gant de velours. En moins de temps qu'il n'en faut pour prendre un café, Lecornu a imposé un silence que des décennies de diplomates européens n'avaient jamais réussi à obtenir. Il a réduit Trump au silence. Et, ce faisant, il a remis la France debout au cœur du concert des nations. Pour saisir la portée véritable de ce qui s'est joué ce jour-là à Rio, lors du sommet du G20, il faut revenir quelques semaines en arrière, là où la tempête prenait forme. À l'époque, la France ressemblait à une cocotte minute prête à exploser. Septembre 2000, le pays était littéralement en fusion. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, aucune grande ville n'était épargnée. Les rues, saturées de cortèges bruyants, réclamaient des réformes profondes. Le chaos était partout. Transports figés, hôpitaux à bout de souffle, écoles désertées. L'économie tanguait comme un navire en pleine tempête. Le CAC 40 plongeait un peu plus chaque jour, les investisseurs étrangers prenaient la fuite et la dette publique gonflait à vue d'œil, tirée par les mesures d'urgence. Un tableau apocalyptique que Trump observait depuis Washington avec l'avidité d'un vautour flairant sa proie. Pour lui, c'était une aubaine. Il voyait là l'occasion rêvée d'humilier non seulement la France, mais à travers elle, tout un continent fragilisé. Au milieu de ce capharnaüm national, le coup de théâtre fut total. Le gouvernement Bayrou, pilier de la Ve République, s'effondra sous les applaudissements croisés de l'extrême gauche et de l'extrême droite, une alliance aussi improbable qu'inquiétante. François Bayrou, figure historique de la politique française, quitta la scène dans un moment de télévision devenu viral. Voix brisée, regard embué et silence pesant à l'Assemblée nationale. L'image d'un pays à la dérive s'imposa dans toutes les rédactions du monde. Et dans cette tornade institutionnelle, une décision inattendue surgit de l'Élysée. Emmanuel Macron nomma Sébastien Lecornu à la tête du gouvernement. À 39 ans, sans grand pédigré politique, il fut propulsé dans l'arène comme un pari de dernière minute, presque un coup de poker désespéré. Certes, il avait occupé quelques fonctions ministérielles, mais son profil de gestionnaire venu du privé le faisait passer, aux yeux de beaucoup, pour un technocrate sans âme. La presse le présentait comme un choix par défaut, un fusible plus qu'un leader, incapable de naviguer dans une tempête aussi violente. Et pourtant, dès les premières heures à Matignon, Lecornu allait démontrer, contre toutes les prédictions, un mélange redoutable de sang-froid, de stratégie et d'intelligence politique qui allait clouer le bec à ses plus ardents détracteurs. Depuis son bureau ovale, Trump suivait la descente aux enfers françaises comme on regarderait un feuilleton dramatique à succès. Passionné, moqueur, presque ravi. Pour lui, c'était plus qu'un simple spectacle politique. C'était une revanche longtemps mijotée. La France l'avait hérité pendant des années. Toujours à vouloir donner des leçons de morale, à se dresser contre ses décisions, à jouer les chevaliers blancs de la démocratie. La France gaullienne qui avait défié Washington, celle de Chirac qui avait dit non à la guerre en Irak, et bien sûr Macron, l'écolo moralisateur qui critiquait ses décisions climatiques. Une série de gifles diplomatiques que Trump n'avait jamais digérées. Et voilà que l'Hexagone vacillait. L'occasion était parfaite pour frapper.
Il se déchaînait alors sur X, ex-Twitter, balançant à ses centaines de millions de followers que la France est au bord du gouffre, que leur nouveau premier ministre n'est qu'un amateur pathétique et que le peuple français mérite mieux que ce cirque. Ces messages tournaient en boucle, nuit et jour, sur toutes les plateformes. Les ambassades s'agitaient, les diplomates se renvoyaient la balle et les ministères tentaient de teindre les débuts d'incendie. Mais Trump, lui, n'avait aucune intention de se limiter aux escarmouches en ligne. Ce qu'il préparait en coulisses allait faire bien plus de bruit. Installé confortablement dans son célèbre bureau ovale, entouré de sa garde rapprochée, Donald Trump n'échafaudait pas simplement une déclaration. Il préparait un coup d'éclat, un moment de télévision planétaire digne des plus grands shows. L'idée ne venait pas de lui directement, mais d'un revenant du passé, Steve Bannon, son vieux stratège réintégré au cœur du dispositif présidentiel. Avec son flair habituel pour le chaos médiatique, il lui dit ça à l'oreille. « Donald, imagine une scène mondiale, toi face aux petits Français. Tu l'écrases en public, en direct. CNN, BBC, Fox News, tous diffuseront l'humiliation. Résultat, l'Amérique triomphe, l'Europe s'effondre. Le message sera limpide, toi seul es le patron. » Trump n'avait pas besoin d'être convaincu davantage. Il visualisait déjà les gros titres, les émissions spéciales, les experts en plateau disséquant son génie tactique. Pour lui, c'était clair. Humilier le cornu devant l'élite mondiale, c'était asseoir une fois pour toutes l'idée que l'Europe était une ruine diplomatique et que seule l'Amérique, sous sa direction, méritait de porter la couronne du leadership occidental. Pendant que Trump peaufinait sa mise en scène d'humiliation publique à grand renfort de caméras et de punchlines calibrées pour les chaînes du monde entier, ce qu'il ignorait, et que même ses stratèges les plus proches n'avaient pas vu venir, c'est qu'en face, le cornu affûtait ses armes. Mais pas avec du show, avec du fond. Dans l'ombre, loin des projecteurs, le premier ministre français avait mis sur pied une cellule de réflexion digne d'un état-major en temps de guerre. Une équipe ultra restreinte, triée sur le volet, s'était installée à Matignon dans un silence total. Hubert Védrine, mémoire vivante de la diplomatie française, Jean-David Levitte, maître des subtilités américaines, et Sylvie Goulard, brillante analyste des relations transatlantiques, formaient ce trio redoutable. Ensemble, ils avaient décortiqué Trump jusqu'au dernier mot. Chaque tweet analysé, chaque contradiction archivée, chaque point faible repéré. Rien n'avait été laissé au hasard. Leur mission était claire. Démonter méthodiquement le personnage Trump, pièce par pièce, avec la précision d'un horloger suisse. Monsieur le Premier ministre avait glissé Védrine dans une de ses réunions confidentielles au ton feutré. Trump, c'est un prédateur de plateau. Il mise tout sur la surprise, le choc, l'intimidation. Il frappe fort et sans prévenir. Mais il a un talon d'Achille. Il ne sait pas encaisser la réplique intelligente, surtout si elle est chirurgicalement préparée. Montrez-lui que vous êtes prêt, démontrez-le par les faits, restez imperturbable et vous le verrez vaciller. Et c'est précisément ce que Lecornu préparait dans l'ombre. Semaine après semaine, il affinait ses arguments comme une lame. Chaque donnée mémorisée, chaque punchline travaillée. Ce duel, il savait qu'il arriverait, et il s'était juré que la France en sortirait grandie. Car au-delà de la stratégie, c'était une affaire d'honneur national, une question de dignité républicaine. Impossible de laisser passer encore une fois les humiliations à répétition sans une réponse ferme. L'enjeu était colossal. L'Ukraine en feu, l'économie mondiale au bord du gouffre, les tensions commerciales sous haute pression. Mais ce que tout le monde attendait, ce n'était pas un accord sur le blé ou le gaz. C'était le face-à-face, le choc des styles. Trump contre Lecornu. Et tous les projecteurs du globe étaient braqués sur cette confrontation imminente. Dès la première journée du sommet, l'atmosphère était lourde, tendue, mais maîtrisée. Pas un mot de travers. Les deux hommes s'évitaient soigneusement, s'échangeant à peine des banalités glacées pendant les séances photos officielles, sous le regard du Christ rédempteur et sur les plages de cartes postales de Copacabana. Les objectifs crépitaient, cherchant le moindre froncement de sourcils, la plus infime crispation. Chaque regard devenait une bombe à retardement. Et quand ils se retrouvaient dans la même salle,
l'air lui-même semblait chargé d'électricité. Dès les premières heures, quelque chose flottait dans l'air, et les grands de ce monde l'avaient bien senti. Leur posture changeait subtilement. Angela Merkel, sur le départ après des années de tête-à-tête glacé avec Trump, observait les événements avec le calme d'une stratège chevronnée. Emmanuel Macron, affaibli par la tempête sociale française, n'était plus qu'un figurant dans ce théâtre mondial, assistant en silence à la tension grandissante entre son premier ministre et le magnat new-yorkais devenu président. Quant à Xi Jinping et Vladimir Poutine, deux habitués des joutes verbales avec Trump, ils assistaient au spectacle avec un sourire discret, presque amusé, se demandant peut-être si l'Europe avait enfin trouvé un pion capable de dire non à la Maison-Blanche. Puis, au deuxième jour, le moment que tout le monde redoutait, ou attendait avec impatience, arriva. Lors de la session matinale, consacrée à la défense collective et à l'ordre géopolitique mondial, en d'autres mots, l'OTAN et l'Ukraine, Trump jugea l'heure venue de frapper. C'était le terrain rêvé pour écorcher publiquement Paris, critiquer la mollesse supposée de la France et placer le cornu sous les projecteurs brûlants de la scène mondiale. 14h30, pile. La salle de conférence de l'hôtel Windsor-Barra brillait de ses drapeaux brésiliens. Selon le protocole alphabétique, c'était à l'Amérique de parler. Trump se leva lentement, façon showman entrant sur scène, costume bleu sombre impeccable, cravate rouge criarde comme toujours, et ce sourire carnassier qui ne présageait jamais rien de bon. Il allait jouer son numéro favori, le coup de massue rhétorique. Les regards convergeaient tous vers lui. Installé autour de la grande table ronde, Trump savourait l'instant, entouré des 20 visages les plus puissants de la planète. Il le savait, quand il sentait une faiblesse chez un adversaire, il devenait redoutable. Et aujourd'hui, il flairait une proie. Il débuta calmement, récitant ses classiques sur l'unité du monde libre face aux dangers du moment. Mais comme toujours, ce n'était qu'un échauffement. Très vite, le ton changea, plus tranchant, plus personnel. Il abandonna la façade diplomatique pour enfiler son costume de tribal de meeting. Sa voix, teintée de sarcasme et d'emphase théâtrale, prenait un rythme familier, celui qu'il utilisait pour détruire ses opposants sous les acclamations hystériques de ses partisans. Et là, regard planté dans celui de Lecornu, il lança. Il semble que certains alliés européens aient oublié ce que veut dire être engagé, vraiment engagé, dans l'OTAN. L'attaque n'avait rien de subtil. La cible était évidente. Puis, tel un boxeur sûr de son uppercut, il enchaîna. Certains tergiversent, hésitent, jouent la montre au lieu d'agir. On parle, on débat, pendant que leur gouvernement chancelle, que leur économie s'effrite et que les rues de leur ville deviennent des tribunes de colère populaire. Il enfonça le clou, le sourire aux lèvres. Peut-on vraiment compter sur ceux qui peinent à gouverner leur propre pays? Sur des leaders jetables, remplacés au rythme des tempêtes sociales? Il s'arrêta, marquant une pause théâtrale. Puis, avec un air de conquérant, « L'Amérique, elle, tient la barre. En 1944, c'est nous qui avons libéré l'Europe. Durant la guerre froide, c'est encore nous qui avons tenu la ligne. Et aujourd'hui, pendant que d'autres discutent, nous agissons. » Le message était balancé comme une vérité gravée dans le marbre. Les États-Unis portaient le monde libre. La France, simple figurant, déboussolé, en pleine chute. Trump se rassit, visiblement convaincu d'avoir porté l'estocade finale. Le sourire aux lèvres, il savourait ce qu'il pensait être une mise à mort politique en direct. Le cornu humilié, figé, exposé devant toute l'élite internationale. Dans l'immense salle, le malaise était presque palpable. Certains chefs d'État détournaient les yeux, gênés par la violence du coup. D'autres, plus curieux que choqués, attendaient de voir si le jeune premier ministre allait encaisser ou riposter. Mais le cornu, lui, ne bougea pas d'un millimètre. Pas un haussement de sourcil, pas la moindre crispation. Son visage était de marbre, presque serein, comme si l'attaque ne le concernait pas. Il griffonnait quelques notes, concentré, l'air presque ennuyé. Une attitude qui désarma totalement Trump, habitué à voir ses cibles se défendre avec précipitation ou s'enfoncer dans l'embarras. Et puis, soudain, le modérateur posa la question fatidique.
Quelqu'un souhaite-t-il répondre? Le cornu leva alors calmement la main. Il se redressa lentement, fixa Trump droit dans les yeux et avec un calme glacial, il lança. « Monsieur le Président Trump, merci pour cette passionnante rétrospective de l'histoire américaine. Si vous le permettez, je vais vous en raconter une autre. » Trump plissa les yeux, légèrement désarçonné. Le ton posé de Le Cornu ne collait pas au scénario qu'il avait en tête. Pas de panique visible, pas de défense maladroite. Non, c'était même pire, le calme tranchant, presque désarmant, d'un homme parfaitement préparé. Et ce ton, trop serein pour ne pas cacher une riposte redoutable. Le Cornu se leva alors, lentement, presque solennellement. Sa voix, mesurée mais ferme, claqua doucement dans le silence revenu. « Vous aimez beaucoup parler de 1944, Monsieur Trump. La libération de l'Europe, les GI débarquant pour sauver le vieux continent. Une belle image. Mais puisque l'on parle d'histoire, permettez que je vous aide à remettre quelques pendules à l'heure. » Il marqua un temps, juste ce qu'il faut pour que tout le monde tende l'oreille. Juin 1944. C'est effectivement à ce moment-là que vos troupes ont foulé le sol européen. Problème? La guerre avait démarré en 1939. Presque 5 ans, Monsieur Trump. 5 longues années où l'Amérique observait pendant que le continent s'embrasait. Le ton restait courtois, presque professoral, mais chaque mot visait juste. Et pendant ces années d'attente, savez-vous qui résistait déjà? La France. Dans les campagnes, dans les villes, dans les maquis. Qui menait des combats dans les colonies? La France. Qui dirigeait la résistance depuis Londres? Encore la France. Un silence pesant s'abattit. Le Cornu ne haussait pas la voix, mais il réécrivait le récit devant tous les chefs d'État et devant l'histoire elle-même. Trump commençait à bouger nerveusement sur son siège. Ce moment qui devait être son triomphe virait lentement au désastre. Et pendant que la pression montait, le Cornu, lui, restait imperturbable, presque serein, comme s'il récitait une partition longuement répétée. Vous évoquez le poids écrasant de la défense occidentale. Très bien. Voyons ensemble qu'il porte vraiment ce fameux fardeau. Il glissa la main dans sa poche, en sortit quelques feuilles pliées avec méthode. L'Allemagne? Non. L'Italie? Toujours pas. C'est la France, Monsieur Trump, qui consacre la part la plus élevée de son PIB à l'aide militaire pour l'Ukraine. 2,1 %. Les États-Unis? 1,7 %. Alors dites-moi, qui soutient qui exactement? Un silence dense enveloppa la salle. Même les traducteurs, d'ordinaire impassibles, semblaient suspendus aux lèvres du premier ministre français. Puis le Cornu enchaîna avec un léger sourire. Vous tournez en dérision la fréquence de nos changements de gouvernement? C'est vrai. En démocratie, on change de dirigeant quand le peuple le décide. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Essayez un jour, c'est revigorant. La salle étouffa un frisson. Trump, de son côté, prenait une teinte rougeâtre de plus en plus marquée. Le Cornu poursuivit, toujours sur le même ton calme et précis. Puisque vous tenez tant à parler de stabilité, penchons-nous un instant sur la vôtre. Combien d'enquêtes judiciaires en cours à votre encontre? Combien de procès en attente? Êtes-vous certain que la France est la plus instable dans cette pièce? Trump tenta un contre. C'est des fake news, ce que vous dites, c'est... Mais le Cornu le coupa net sans hausser le ton. Monsieur Trump, vous avez eu votre moment. Laissez-moi terminer. Ce calme autoritaire, presque désarmant, impressionna même les plus sceptiques dans l'Assemblée. Et là, il décida de porter l'estocade. Vous nous accusez de ne pas faire assez pour l'Ukraine. Très bien. La France a envoyé ses chars Leclerc pendant que l'Amérique hésitait encore. La France a formé 7000 soldats ukrainiens. La France a accueilli 200 000 réfugiés. Et vous, Monsieur Trump, qu'avez-vous apporté ces derniers mois à part des reproches envers vos alliés? La salle entière s'était figée. Même Trump peinait à trouver ses mots. Et ce fut dans cette brèche que Le Cornu lança la question qui coupa le souffle à la salle. Vous passez votre temps à faire la leçon au monde, à expliquer à tous comment gouverner, comment négocier, comment défendre des valeurs. Une simple question, Monsieur Trump.
Qui vous a donné ce rôle d'arbitre moral? Trump tenta de reprendre la main. L'Amérique est le leader du monde libre. Mais même lui semblait douter de ses propres mots. Le cornu le coupa net, mais avec un sourire à la fois narquois et parfaitement poli, l'arme préférée des stratèges élégants. Parlons-en de vos principes, Monsieur Trump. Celui qui a failli claquer la porte de l'OTAN. Celui qui a abandonné ses alliés en pleine nuit sur les pistes de Kaboul. Celui qui taxe ses propres partenaires comme s'ils étaient des ennemis économiques. Fascinant concept de loyauté. Autour de la table, les chefs d'État se regardaient, médusés. Il y avait dans l'air un mélange d'incrédulité et d'admiration. Rarement quelqu'un avait renvoyé Trump dans les cordes avec autant de précision, et sans jamais hausser le ton. Et le cornu continua, calmement, presque en chuchotant, ce qui rendait chaque mot encore plus percutant. Mais savez-vous, Monsieur Trump, ce qui nous différencie fondamentalement? Ce n'est ni l'histoire, ni les tanks, ni le PIB. Non. C'est quelque chose de plus simple et infiniment plus important. Le respect. Il marqua une pause, laissant le silence amplifier la portée de ses paroles. La France respecte ceux qu'elle appelle ses alliés. Elle ne les menace pas. Elle ne les utilise pas comme monnaie d'échange. Elle ne les traite pas comme des pions. Et surtout, elle ne transforme pas son fil Twitter en outil de politique étrangère. Rouge de colère, Trump tenta un baroud d'honneur, une ultime pique censée retourner la salle. La France est en ruine. Votre économie s'effondre. Vos villes sont en feu. Mais cette fois, la réplique ne tarda pas. Le cornu éclata de rire, un vrai, franc, sonore. Rire qui n'avait rien de moqueur, mais tout d'un désarmement stratégique. « Monsieur Trump, lança-t-il en reprenant son souffle, avez-vous regardé les images de Détroit, de Baltimore, de San Francisco? Et vous voulez parler de villes qui brûlent? » Puis, redevenant parfaitement sérieux, il asséna. La grande confusion, Monsieur Trump, c'est celle que vous faites entre le chaos et la démocratie. Quand les Français descendent dans la rue, c'est parce qu'ils croient encore que leur voix peut changer les choses. Quand les Américains manifestent, c'est souvent parce qu'ils ne croient plus en rien. Et là, le coup final arriva. Mais pas celui que Trump avait préparé, non. Celui qui allait résonner dans les mémoires, mais avec l'effet inverse. Le cornu baissa légèrement le ton. Sa voix se fit grave, posée, portée par des siècles d'histoire. Vous voulez savoir, Monsieur Trump, ce qui fait la véritable force de la France? Il ne laissa pas le temps de répondre. C'est que nous n'avons jamais eu besoin d'ériger des murs pour nous sentir en sécurité. C'est que nous n'avons jamais eu à agiter la menace pour obtenir le respect de nos alliés. C'est que nous n'avons jamais eu à nourrir notre peuple de mensonges pour conserver le pouvoir. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Il n'était pas pesant, il était total. Même les caméras, pourtant habituées au grand sommet, semblaient filmer au ralenti. Chaque regard, chaque souffle retenu, chaque battement de cœur devenait visible à l'écran. L'histoire venait de basculer. Et ce n'est pas celui qu'on attendait qui avait pris l'ascendant. Ce fut un moment presque irréel. Pour la toute première fois de sa carrière tonitruante, Donald Trump ne trouvait plus ses mots, littéralement muet. La bouche s'ouvrait, se refermait, sans qu'aucune phrase, même bancale, ne sorte. Un poisson échoué en plein sommet. Derrière lui, ses conseillers, d'ordinaire prompts à souffler des éléments de langage, étaient figés, sidérés, comme pris dans un mauvais rêve. Ils n'avaient jamais vu leur chef dans cet état, éteint, désemparé, désarmé. Et le cornu, lui, enchaîna, toujours avec ce calme olympian qui tranchait cruellement avec l'agitation intérieure de son adversaire. Voilà, Monsieur Trump, la vraie ligne de fracture entre nos deux nations. La France regarde ces défis en face et choisit de les affronter, à ciel ouvert, avec les outils de la démocratie. Les États-Unis, sous votre gouvernance, préfèrent détourner le regard, balayer la poussière sous le tapis et pointer du doigt les autres dès que quelque chose ne tourne pas rond. Puis, avec une fluidité désarmante, comme s'il venait simplement de lire un bulletin météo, le cornu se rassit. Rideau. Il marqua une dernière pause. Et en conclusion, lança d'un ton léger, presque ironique,
J'ose espérer que cette petite mise au point en matière de diplomatie élémentaire vous aura été instructive, Monsieur Trump. Maintenant, retournons aux vrais enjeux. Le climat, l'économie, la paix, les choses sérieuses. Et là, l'effet fut fulgurant, immédiat. La salle comprit qu'elle venait d'être le témoin d'un moment rarissime, peut-être unique dans l'histoire des sommets internationaux. Un chef d'État de 39 ans, issu d'un pays en crise, venait, sous les yeux de la planète entière, d'administrer une correction diplomatique, froide, précise, imparable, au président des États-Unis. Et ce, sans jamais hausser le ton. Mais ce qui laissait bouche bée, au-delà du contenu, c'était la manière. Le cornu n'avait pas simplement répondu. Il avait livré une démonstration. Une leçon de dignité servie avec un mélange rare de finesse, de lucidité et de maîtrise. Un discours taillé au scalpel, d'une élégance redoutable, qui força l'admiration jusque dans les rangs des plus sceptiques, même chez ceux peu enclins à flatter Paris ou à approuver ses choix diplomatiques. Et très vite, l'atmosphère bascula. Le premier à rompre le silence fut Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien, resté figé durant tout l'échange comme s'il absorbait chaque mot, se leva lentement. Puis, sans un mot, il commença à applaudir. Une fois, 2 fois, les mains encore hésitantes, mais le regard intense. Puis l'applaudissement gagna en force, en rythme, en solennité. Ce n'était pas un geste de convenance, ni un automatisme de sommet. C'était un hommage. Un salut sincère à un dirigeant qui venait, sous les yeux du monde, de prendre la parole non seulement pour son pays, mais pour l'ensemble des démocraties européennes. Avec courage et avec panache. Et comme si une digue émotionnelle venait de céder, Justin Trudeau fut le second à se lever, emporté par l'intensité du moment. Dans la foulée, Angela Merkel, pourtant souvent prudente, voire distante dans ses rapports avec Paris, s'associa au geste sans la moindre hésitation. Ce qu'on croyait impensable quelques secondes plus tôt s'était produit. Une ovation générale. Une salve d'applaudissements éclata dans l'enceinte feutrée de cette enceinte diplomatique. Les chefs d'État et de gouvernement du G20, presque à l'unanimité, se mirent à applaudir le premier ministre français. Et ce n'était pas un réflexe poli ni un automatisme protocolaire. Non, c'était une reconnaissance authentique. Seuls quelques fidèles indéboulonnables de Washington restaient figés, visiblement gênés. Même Poutine et Xi Jinping, rarement enclins aux démonstrations publiques, affichaient des rictus approbateurs. L'instant était saisissant. L'Europe, qu'on disait divisée, reprenait d'un seul souffle sa place sur la scène mondiale. Face à une Amérique brutale et désinhibée, la dignité avait parlé français. Et Trump, foudroyé par l'impact, rouge de rage, incapable d'articuler la moindre syllabe, il se leva brutalement et quitta la salle, sans saluer, sans se retourner, sans même un geste pour masquer la gifle symbolique qu'il venait de recevoir. Ses proches collaborateurs, pris de panique, s'élancèrent derrière lui dans les couloirs du sommet, bredouillant des excuses maladroites aux autres délégations, invoquant le jet-lag et la fatigue. Mais personne ne fut dupe. Ce qui venait de se jouer n'était pas un simple clash diplomatique. C'était un moment d'histoire. Trump, pour la première fois en public, venait de mordre la poussière, et le monde entier en était témoin. À peine les micros coupés, le monde s'embrasa. Ce qui venait de se jouer sous les ors feutrés du sommet du G20 se transforma en un phénomène planétaire à la vitesse d'un éclair. Les plateformes sociales furent prises d'assaut, littéralement submergées. Sur X, anciennement Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, le mot #, le cornu explose Trump, s'imposa comme la tendance mondiale numéro 1, en moins de 120 minutes. Un raz-de-marée numérique. Les extraits vidéo de l'affrontement, capturés par tous les angles, officiels et journalistiques, circulèrent à la vitesse de la lumière. YouTube explosa les compteurs, plus de 500 millions de vues en une seule journée. Du jamais vu pour un échange politique. Ce n'était plus un simple moment de diplomatie musclée. C'était devenu un phénomène culturel global. Et les médias traditionnels, eux, ne furent pas en reste. De CNN à Al Jazeera,
En passant par la NHK, France 24, BBC ou encore Deutsche Welle, tous ouvraient leurs journaux avec ce duel titanesque. Un seul mot revenait en boucle, humiliation. Une claque diplomatique d'une ampleur rare, infligée avec calme, précision et panache. Des éditorialistes habituellement prudents, mesurés, presque cliniques dans leur analyse, se permettaient pour une fois des envolées lyriques. On parlait de tournant historique, d'un avant et d'un après dans les rapports entre puissances occidentales. Le monde venait d'assister, en direct, à un moment fondateur. En Hexagone, la réaction ne se fit pas attendre. Ce fut un électrochoc. Dans une nation en proie depuis des mois à une instabilité sociale digne de mai 68, ces 3 petites minutes de Le Cornu résonnèrent comme un séisme, un basculement, du jamais vu. Dès le soir même, les cortèges se dispersèrent sans un mot d'ordre, comme par instinct collectif. Les pancartes se baissèrent, les mégaphones se turent. À Paris, les syndicats eux-mêmes, stupéfaits, annoncèrent une trêve immédiate. Et là, la scène devint presque irréelle. Philippe Martinez, figure incontournable de la CGT et habitué à pilonner tout gouvernement, prit la parole devant les caméras. Visage grave, ton solennel. « Nous arrêtons tout, sans condition. Ce que M. Le Cornu a fait aujourd'hui, c'est rendre à notre pays ce que nous croyons perdu. La dignité, la fierté, le respect. Ce moment dépasse les clivages. C'est historique. » Même son de cloche chez Laurent Berger, leader de la CFDT connu pour sa tempérance, qui déclara sans détour « Ce qu'il s'est passé là transcende la politique. C'est une leçon de courage. » Il aura suffi d'un homme, 39 ans à peine. Et soudain, la France s'est rappelée qui elle était. En une tirade historique, Le Cornu venait de réveiller une fierté que l'on croyait perdue. Pour la première fois depuis des mois d'affrontements, de divisions, de fatigue collective, quelque chose d'unique s'était produit. Le peuple, dans toute sa diversité, retrouvait son unité. Oublier les querelles politiques, dépasser les fractures sociales. Ce jour-là, tous les regards se tournaient vers un seul homme, et pour une fois, c'était avec fierté. Dans les rues, les lycées, les usines ou les open spaces, on ne parlait plus que de ça. Ces 3 minutes d'anthologie, diffusées en boucle, avaient rallumé une flamme dans le cœur des Français. Les instituts de sondage furent les premiers à perdre pied. En 48 heures, Le Cornu pulvérisa tous les records de popularité. 89%. Une statistique hallucinante digne des grands épisodes de l'histoire moderne. De Gaulle après le putsch, Chirac face à Bush, et maintenant, Le Cornu. Mais le plus incroyable, c'est ce qui suivit. Même ses adversaires les plus acharnés, ceux qui n'avaient eu de cesse de le railler, d'attaquer chacune de ses décisions, se mirent à saluer l'homme. Oui, même eux durent admettre qu'il avait su redonner à la France une stature mondiale, une voix, une dignité. Même Marine Le Pen, pourtant championne du commentaire acide sur chaque décision gouvernementale, dut mettre un mouchoir sur ses critiques habituelles. Sur France 1, elle déclara presque solennelle « Certes, nos visions divergent profondément sur de nombreux points, mais face au mépris américain, il faut reconnaître que M. Le Cornu a su faire honneur à la France. Rien que pour cela, il mérite notre respect. » Une phrase que personne n'aurait jamais cru entendre sortir de sa bouche. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, jamais à court de formules cinglantes contre le pouvoir, choisit cette fois la salve d'éloges. Ça, c'est ce que j'appelle incarner la souveraineté nationale. Le Cornu a fait retentir la voix de la France avec panache, rien à redire. Même Éric Zemmour, d'habitude prompt à fustiger tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'exécutif, salua ce moment de pure grandeur républicaine. Mais pendant que la classe politique française célébrait l'éloquence offensive de son premier ministre, un certain Donald Trump, lui, ruminait sa défaite cuisante. Incapable d'encaisser la claque monumentale reçue la veille, il tenta ce qu'il connaissait le mieux, un assaut numérique en règle. Dès l'aube à Washington, son téléphone chauffait. Une avalanche de tweets vengeurs s'abattit sur la toile. Le Cornu, un désastre absolu, zéro charisme. La France est en ruine, personne ne prend ce pays au sérieux. Triste,
Très triste. Les Français ont besoin d'un vrai chef, pas de cet ado sans talent. L'Amérique, elle, reste la vraie lumière du monde libre. Et toutes les rumeurs sur moi? Fake news. Problème, chaque message ne faisait que creuser sa tombe médiatique un peu plus. Son naufrage numérique devenait viral. Les ripostes ne se firent pas attendre et elles furent aussi cinglantes qu'inventives. Le web s'arma des punchlines de Lecornu pour transformer chaque mot de Trump en caricature vivante. Parmi les milliers de messages moqueurs, un tweet en particulier fit trembler les murs de la diplomatie, celui d'Emmanuel Macron lui-même. « Monsieur Trump, après une telle leçon administrée par notre premier ministre, le silence devient une vertu. Essayez, ça vous changera. » 15 millions de retweets plus tard, le message était clair. La France avait parlé. Et tout le monde écoutait. Plus Trump s'excitait sur son clavier, plus il validait, malgré lui, l'image du dirigeant impulsif et erratique que Lecornu avait si brillamment déconstruit en direct mondial. Ses propres spin doctors, affolés par cette fuite en avant numérique, tentèrent désespérément de lui arracher son téléphone, comme on confisque un jouet dangereux à un enfant capricieux. Peine perdue. Trump était lancé, aveuglé par la rage, imperméable au bon sens et hors de contrôle. 7 jours plus tard, dans un studio plongé dans une lumière feutrée, Anderson Cooper recevait Lecornu pour une interview mondiale en prime time sur CNN. L'Américain, connu pour son calme glacial et ses questions chirurgicales, lâcha la bombe. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez, disons-le franchement, retourné la salle contre le président des États-Unis? Lecornu esquissa ce sourire paisible devenu sa signature internationale, puis répondit avec un aplomb désarmant. « Vous savez, Anderson, je n'ai fait que dire ce qui devait être dit, ni plus ni moins. Et parfois, la vérité dérange, mais elle est indispensable. On ne peut pas laisser les mensonges, les approximations et l'orgueil dicter les règles entre démocraties. » Une réponse simple, droite, tranchante. Presque chirurgical. « Avez-vous des remords sur le ton employé face au président américain? » relança le journaliste, visiblement ébahi par le sang-froid imperturbable de son invité. Lecornu ne cligna même pas des yeux. « Aucunement, » répondit-il, d'un ton limpide et sans appel, qui résonna jusque dans les foyers du globe. Lorsqu'un chef d'État se permet d'attaquer publiquement votre nation avec arrogance et mépris, il est de votre devoir, non, de votre responsabilité, de répondre avec la force que mérite votre peuple. La France n'est pas un paillasson, et si certains ont tendance à l'oublier, nous sommes là pour le leur rappeler. Cette séquence devint virale en moins de 24 heures. Plus d'un demi-milliard de spectateurs à travers le monde s'en emparèrent, pulvérisant tous les records d'audience pour une interview politique. En une nuit, Lecornu passa de premier ministre à icône mondiale. Il incarnait désormais l'image d'une Europe droite dans ses bottes, qui n'avait plus peur d'élever la voix, même face au rugissement américain. De Harvard à Oxford, de la Sorbonne à l'Université de Tokyo, les plus prestigieux amphithéâtres du monde incluaient déjà dans leur programme cet échange comme exemple de rhétorique et de diplomatie du 21e siècle. Les étudiants décortiquaient chaque mot, chaque silence, chaque regard, comme on analyse un chef-d'œuvre. 6 mois plus tard, une enquête menée dans 50 nations interrogea des milliers d'étudiants sur le discours politique qui les avait le plus marqués durant l'année. Résultat sans appel, 73% citèrent spontanément l'intervention de Lecornu à Rio. Un moment gravé dans les mémoires comme l'instant où une simple réponse replaça un pays sur l'échiquier du respect international. En moins de temps qu'il n'en faut pour cuire un œuf, le premier ministre français s'était taillé une place au panthéon diplomatique. En 3 petites minutes, armé de réparties, d'un sang-froid chirurgical et d'un dossier maîtrisé sur le bout des doigts, il avait démontré à la planète qu'intelligence et audace pouvaient suffire à faire vaciller les plus grands empires. Personne, pas même les plus grands spécialistes géopolitiques, n'aurait pu prédire l'onde de choc provoquée par ces quelques phrases. L'Europe, en perte de repères et de leadership depuis des années, venait de retrouver une voix. Et quelle voix! Claire, incisive, respectée, une Europe qu'on écoute à nouveau. Même Angela Merkel, pourtant en pleine sortie de scène, déclara sans détour que la France venait de redonner à tout le continent une fierté oubliée.
Ursula von der Leyen, elle, parla d'un tournant historique pour l'autonomie stratégique européenne. Rien que ça. Et ce n'était pas tout. Jusqu'aux capitales les plus traditionnellement alignées sur Washington, Londres, Varsovie, les messages de respect affluaient. Même les dirigeants les plus atlantiques rendirent hommage à la prestance et à la droiture du chef du gouvernement français. Un basculement s'opérait. Dans les semaines suivantes, la France se retrouva propulsée au centre du jeu diplomatique mondial. Invitation officielle en rafale, honneur d'État à la pelle. À Pékin, Xi Jinping lui-même fit parvenir une invitation personnelle à Le Cornu pour une rencontre de haut niveau. Oui, la France redevenait une puissance d'écoute. Et tout cela grâce à 3 minutes bien placées. Malgré la fracture béante du conflit ukrainien, Vladimir Poutine n'a pas hésité à réclamer un tête-à-tête confidentiel avec celui qui avait tenu tête à l'homme le plus imprévisible de la planète. Même sur le continent africain, où l'alignement sur Washington semblait longtemps évident, plusieurs capitales ont demandé audience auprès du premier ministre français. L'homme intriguait, séduisait, fascinait. 2 ans plus tard, ce duel oratoire qui avait retourné une salle entière et changé le tempo diplomatique mondial reste gravé dans les mémoires. Dans chaque faculté de diplomatie qui se respecte, on étudie comme un chef-d'œuvre de stratégie et de maîtrise. La preuve qu'avec une tête bien faite et un discours affûté, même un colosse peut vaciller. À l'ENA, à Sciences Po, à Harvard ou à la LSE, aucun semestre ne passe sans qu'on ne décortique image par image cette séquence inouïe. Les professeurs la projettent avec un mélange d'admiration et de jubilation, comme une scène culte du cinéma politique mondial. Dans les ouvrages de référence en communication politique, ce moment de 3 minutes est désormais consacré sous un titre qui en dit long. Écraser le Goliath par la rigueur du verbe et l'éclat de la vérité. Un mantra pour les générations à venir. Devenu figure tutélaire de la diplomatie contemporaine, Sébastien Lecornu répond invariablement, lorsqu'on lui demande la clé face à des adversaires plus puissants, « Travaillez chaque détail, gardez la tête froide et armez-vous de faits précis. » Dans l'arène diplomatique, la vérité bien préparée est plus redoutable qu'une armée. Et ces mots-là, prononcés sans emphase mais avec le poids de l'expérience, ornent désormais le porche d'entrée de l'Institut diplomatique français. Chaque jour, il guide et inspire les futures voix de la République dans les couloirs des négociations du monde entier. Au fond, cette scène n'a pas seulement secoué les lignes diplomatiques ou chamboulé les équilibres transatlantiques. Elle a surtout mis en lumière une vérité intemporelle, aussi vieille que les civilisations. Lorsqu'elle est nourrie de rigueur et de savoir, l'intelligence finit toujours par faire plier la force aveugle. La finesse bat la brutalité. La dignité muselle l'agressivité. Et face au vacarme des contre-vérités, la vérité, même inconfortable, garde le dernier mot. Il n'aura suffi que de 180 secondes pour inscrire une nouvelle page dans les annales des relations internationales. 180 secondes où un homme à peine quadragénaire rappela, sans élever la voix, que la France ne baisse jamais la tête, fût-ce devant la première puissance mondiale. Un instant suspendu, désormais gravé dans la mémoire planétaire, où David triompha de Goliath avec pour seule fronde la clarté, la maîtrise, la hauteur et la